Éric Tegner, vous êtes journaliste, vous êtes président de Livre Noir qui devient Frontières, et vous publiez déjà, c'est en ligne, sur votre site, un journal qui paraîtra en papier le 18 juillet. Vous êtes allé en Afrique du Sud. Bonjour André, effectivement, je m'y suis rendu donc il y a un peu plus de 2 semaines. J'y ai passé 3 semaines sur place, pour la simple et bonne raison que depuis quelques années, j'entendais un petit bruit qui disait que finalement cette société arc-en-ciel voulue par Nelson Mandela après la fin de l'apartheid, qui évidemment était souhaitable et heureuse en 1994, il y avait une sorte de nouvel apartheid à l'envers qui était en place. On entendait parler de meurtres de fermiers blancs, on entendait parler également de blancs jetés dans les bidonvilles. Et donc honnêtement, je me suis posé la question en me disant est-ce que c'est pas un peu complotiste? On sait qu'il y a 3 ans, Donald Trump et Elon Musk avaient tweeté sur ce sujet. Mais à chaque fois que j'écoutais la radio, notamment France Culture, parce qu'il y a eu les élections justement cette année en Afrique du Sud, tout le temps on parlait de cette société du free speech, de la démocratie, mais jamais de cette question de justement de ces Afrikaners blancs. Ils sont 2 700 000 aujourd'hui en Afrique du Sud. Oui, ils sont près de 3 millions actuellement. Près de 3 millions, ouais. Exactement. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé avec mon équipe de partir sur place justement pour enquêter pendant 3 semaines. Vous êtes allé où exactement alors on a fait toute l'Afrique du Sud. On est parti de Johannesburg, on a terminé au Cap. Et on a abordé notre enquête sous 3 volets. D'abord, on a voulu aller aborder cette question justement des fermiers blancs. En fait, depuis 1994, il y a près de 3000 fermiers blancs avec leurs familles qui ont été assassinés. Et donc c'est sûr, ça sont des chiffres vérifiés. Ça, ce sont des chiffres vérifiés qui ont été certifiés. Ce qui aujourd'hui est mis en cause plutôt par d'autres médias, par également le gouvernement, c'est de dire que finalement c'est juste en raison de l'ultra-violence de l'Afrique du Sud et non en raison d'un racisme anti-blanc. Et donc j'ai voulu y aller pour voir. Et non en raison d'une vengeance de l'apartheid en disant voilà, vous nous avez colonisés, vous nous avez massacrés. Il faut se rappeler Soweto quand même. Je dis pas pour faire l'avocat mais pour dire, est-ce que c'est un réflexe de vengeance, c'est quoi alors, Éric Tegner? Alors c'est assez simple. Il faut savoir que en Afrique du Sud, il y a un parti politique, je dirais d'extrême gauche, c'est un peu comme la France insoumise en France, qui s'appelle l'EFF. Et le leader de ce parti, justement, chante très régulièrement, et encore pendant ces élections, un chant qui s'intitule « Kill the Boers », c'est-à-dire tuer justement les Afrikaners. The Boers, justement, c'était le nom qui était donné aux Afrikaners il y a un siècle par les Britanniques lorsqu'ils étaient venus coloniser l'Afrique du Sud. Et donc, en permanence, il y a un discours ambiant, un appel au meurtre. Et aujourd'hui, ces gens qui font ça ne sont jamais arrêtés. Également, on peut voir que ce ne sont pas seulement des vols qui sont faits contre les fermiers blancs. Au niveau des attaques, il y en a presque 1 par jour. Et il y a un assassinat par semaine. 3000 assassinats du coup depuis 1994. Et ce ne sont pas juste les hommes, ce sont énormément aussi les enfants. Cette année, le plus jeune, il avait 14 ans par exemple. Ce sont des femmes également qui sont assassinées. Et il y a une violence qui est énorme. C'est-à-dire que lorsque j'y étais justement, j'ai pu... c'était un moment où il y avait eu un assassinat qui avait été justement produit, et donc où la femme avait été assassinée aux côtés de son mari, et elle avait été jetée justement dans l'endroit des toilettes et des trétitus. Il y a également des viols qui sont répertoriés. Donc il y a une haine. Il y a également des assassinats qui sont faits alors qu'il n'y a pas justement de vol qui est répertorié. Et moi, tous les fermiers, parce que du coup j'ai passé beaucoup de temps, je suis allé dans le salon de l'agriculture un peu africain, c'est-à-dire le Nampo, où j'ai à Nampo justement, donc près de Johannesburg, à 1 heure de cette ville. Et donc là j'ai pu rencontrer des dizaines et des dizaines de fermiers. Et moi je venais avec ma question parce que honnêtement je savais pas justement si c'était vraiment du racisme anti-blanc. Et je leur demandais tous, ils étaient tous terrorisés. Ils considéraient justement qu'une partie de cette frange justement des personnes au pouvoir, ils disaient pas que c'est tous les noirs en Afrique du Sud, mais avaient une haine contre eux justement et les attaquaient. Et il faut comprendre que ces fermiers en Afrique du Sud aujourd'hui, ils ne font pas confiance dans la police, ils ne font pas confiance dans la justice aujourd'hui, et ils ont dû s'organiser. Ils se sont organisés une contre-société. Moi j'ai passé du temps parce que j'ai vécu notamment dans certaines de ces fermes. Avec des groupes armés. Avec des groupes armés, ils ont des systèmes
de sécurité. Autodéfense, quoi. Exactement. Ils ont aussi une grande association qui s'appelle AfriForum. J'ai pu rencontrer son dirigeant et certains membres justement de syndicats où ils ont près de 10 000 bénévoles et ils ont justement financé énormément de clôtures. Moi, la ferme où j'étais, c'était un endroit où il y avait en fait 10 fermes sur l'équivalent de 3000 hectares et tout cela est complètement entouré justement par des barbelés, par des lignes électriques, par des caméras. Ils ont leur propre système de radio. Ils sont tous surarmés. Hein. J'en ai vu un qui avait été attaqué à la fois il y a 2 ans, mais également il y a 5 ans, qui me disait avec une véritable peur, je dors avec un pistolet sous mon oreiller. Et étant donné qu'il y a des distances extrêmement grandes, ils sont obligés de s'organiser de ce côté-là. Donc ça, c'est quelque chose de réel de leur côté. À Nampo, il y avait justement ces ventes d'armes, etc. Donc j'allais voir l'armurerie, je lui disais, mais qui aujourd'hui s'arme? Il disait énormément de femmes aussi qui viennent, parce qu'elles se sentent cruellement en insécurité. Donc ça, c'était une question qui venait. Et il y a également un contexte, André. C'est-à-dire que en fait, il faut comprendre sur l'Afrique du Sud que, effectivement, on pensait que cette société arc-en-ciel était terminée en 94 et que l'apartheid était fini. Il y a un chiffre qui est mis en avant, notamment justement par AfriForum, c'est le chiffre de 313 lois raciales. Vous savez, depuis 1910, il y a eu en total, en Afrique du Sud, 313 lois raciales. Eh bien, depuis la fin de l'apartheid, il y en a eu 116 nouvelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 37% des lois raciales qui ont été votées en Afrique du Sud l'ont été après justement la fin de l'apartheid et certaines lois après l'arrivée de Mandela. Et certaines lois également sous Mandela, avant Mandela et pendant l'apartheid ont été maintenues aujourd'hui. Lorsque vous allez justement au commissariat pour porter plainte aujourd'hui, vous devez expliquer que justement quelle est votre race. Il y a des lois là-dessus et donc c'est le deuxième volet de l'enquête que j'ai fait. Le système racial n'a pas disparu. Il n'a pas du tout disparu et ces blancs justement le vivent véritablement contre eux aujourd'hui. Ils savent aussi qu'ils sont de plus en plus minoritaires. Des études montrent qu'au siècle prochain, au milieu du siècle prochain, ils ne représenteront plus que 0,3% de la population, notamment en raison de la baisse de leur natalité, mais aussi de l'émigration. Parce que beaucoup décident de partir. Mais ça veut dire qu'il y a ce contexte où c'est intériorisé dans la loi, André. Moi, le moment le plus marquant de cette enquête, c'était vraiment quand je me suis rendu dans les bidonvilles de Blancs. Et ça, c'est très surprenant. Des bidonvilles de blancs, parce que d'habitude, quand on parle des favelas ou des bidonvilles, c'est les noirs. Enfin, mais moi, j'avais jamais vu ça. Vous savez, j'ai fait beaucoup de pays africains, comme vous, André, et effectivement, en général, on n'est pas habitué à cela. Et je me suis rendu donc c'est des blancs pauvres, ça? Enfin, c'est des blancs... Ce sont des blancs souvent qualifiés, André. Qualifiés. Qui ont perdu leur travail et qui ne peuvent pas en retrouver. À Mansfield, qui est le plus grand bidonville de blancs, qui est à 1 heure justement de Johannesburg, où ils sont près d'1 millier sur place. Vous pouvez voir à la fois des parents, mais également leurs enfants. Et vous êtes marqué par ces enfants qui sont adorables, qui sont beaux. Il y a un côté ils ressemblent à des Hollandais. Il faut savoir que les Afrikaners sont pas des colons d'il y a un siècle en Afrique du Sud. Ils sont venus au XVIIe siècle. C'était des Huguenots qui justement quittaient un peu cette guerre qui pouvait être problématique avec les protestants en France. Ce sont des Hollandais, ce sont des blancs, des blonds, etc. Et il y avait ces jeunes filles qui étaient adorables et qui, quand elles me souriaient, elles n'avaient plus de dents. Et ça vous retourne. Et quand j'interrogeais justement ces parents, je leur disais, mais pourquoi vous êtes là? Ils me disaient, mais moi je suis un employé qualifié, et en raison des lois justement discriminatoires contre les blancs, je ne peux plus en retrouver. C'est-à-dire qu'André, il y a des systèmes de quotas aujourd'hui. Lorsque vous êtes une entreprise et que vous voulez accéder au marché public, il y a des notations à points. Et il faut des points. Et si vous avez trop de blancs, vous avez des points en moins. Pendant le Covid, c'était la même chose. Énormément d'entreprises, justement, il y a eu un scandale justement aussi en 2022 avec une des plus grandes entreprises dans le domaine pharmaceutique, où ça a fuité une note du PDG qui disait « N'embauchez plus de blancs, sinon, justement, on va perdre les aides publiques ». Et donc, ce ne sont pas des gens qui ne travaillent pas ou qui sont paresseux. C'est du racisme à l'envers et dont personne n'ose parler. C'est-à-dire que pendant ces élections, encore une fois, les médias occidentaux ont couvert le fait que l'ANC était justement en perte. On sait qu'ils ont une majorité relative, donc le parti de Nelson Mandela, en raison de la corruption qui est latente, de l'augmentation de l'insécurité, mais jamais personne ne va en parler. Et moi, il y a un enseignement, André, que j'en ai tiré, notamment en sortant de ces bidonvilles de blancs. C'est d'abord la résilience de ces gens-là. Moi, j'ai vu personne me demander de l'aide. J'ai vu personne me demander de l'argent. J'ai vu personne se plaindre. Je n'osais même pas dire en anglais, parce qu'on parle en anglais avec eux, slugs, c'est-à-dire les bidonvilles. Je disais les villages, parce qu'il faut pas les blesser.
Mais est-ce que, alors Éric Tegner, est-ce qu'ils vous ont demandé, alors c'est les gens que vous avez rencontrés, que vous avez côtoyés, et c'est vrai que c'est une situation assez dramatique. C'est-à-dire, en fait, ce que vous dites, c'est que, avec les lois raciales de l'apartheid, elles sont restées, mais elles se sont retournées. Un peu, c'est ça. Il y a de nouvelles lois raciales, mais ils ont les 36 nouvelles lois qui ont été créées après Mandela, ou après, les 116, dirais, voilà. Est-ce que elles sont ouvertement, vous les avez lues, vous les avez vues. Elles sont ouvertement, elles disent attention, il faut limiter les blancs, etc. C'est écrit. Ah, mais c'est écrit. C'est écrit. L'Afrique du Sud, c'est un pays où on parle de noirs, on parle de blancs. Il y a une vision raciale des choses. Ouais. Moi, au bout de 2-3 semaines, il fallait que je change mes habitudes en arrivant en France. Parce que c'est commun de parler de cette façon-là. Donc ils vont clairement expliquer qu'effectivement, il va falloir justement qu'il y ait moins de blancs dans les entreprises. Ce système de quotas, il est écrit noir sur blanc. Sinon, sanction, non-accès au marché public, etc. Alors, est-ce que ces personnes, justement, ces jeunes que vous avez rencontrés, les sans-dents, et là, ça me rappelle l'hallucinante, vous savez, formule de François Hollande. Hein. Ouais. Est-ce qu'ils pensent partir et qu'est-ce qu'ils pensent de leur avenir? Et ça, c'est la première question. Et deuxièmement, est-ce qu'ils vous ont dit, on aimerait quand même que l'international, que les gens s'en aperçoivent et qu'ils nous aident, etc. C'est quoi leur sentiment, leur réaction? Alors, à la fois, il y a ceux qui sont partis. Mais par définition, je les ai pas rencontrés. On sait qu'il y a une communauté d'Afrikaners, par exemple, à Marseille, qui est importante. Ceux que j'ai vus, aucun ne voulait partir. En fait, ils disent qu'ils sont chez eux, qu'ils sont là depuis 4 siècles. Et quand je vous disais tout à l'heure que je ne disais pas bidonville, mais je disais village, c'est parce qu'en fait, ils avaient une véritable dignité. Moi, j'ai rencontré justement un peu le boss de ce bidonville de Munseyville, qui montrait comment il construisait sa maison, comment il était heureux d'organiser presque une forme de jacuzzi dans la terre, qu'il allait construire des maisons auprès des autres. C'était pas sale. Ils voulaient garder leur dignité. Même certains me disaient, on préfère être ici que dans la banlieue de Johannesburg où c'est l'insécurité. Parce qu'ici, si quelqu'un tue, on le tue. Et les policiers, ils rentrent pas ici parce que de toute façon, on n'a pas confiance en eux. Ici, et on s'organise, on se défend. Mais on ne va pas partir parce qu'on est ici chez nous. Et cette dignité, je vous dis, ça m'arrive souvent d'aller dans certains pays où à chaque fois qu'il faut interviewer des gens, vous les voyez, ils vont vous dire donne-moi un peu d'argent, donne-moi. Jamais ils m'ont demandé d'argent. Jamais ils se sont plaints. Je vais même vous dire, c'était en tant que photographe, parce que je prends les photos. Ouais. Et dans ce genre de moment, effectivement, vous voulez capter des moments d'émotion. Et c'était difficile parce que ils ne se laissaient pas aller justement à la peine. Et donc cette résilience, elle était marquante. Et dans le même temps, qu'est-ce qu'ils disaient sur l'international? Que de toute façon, je leur demandais, est-ce que les Pays-Bas, rien. Ils savent très bien que personne. L'Europe, rien. Mais oui, parce que ce sont des mauvaises victimes. Ils vous disent, nous on est blancs, on est vus comme colonisateurs, on n'est pas une bonne victime. On n'a pas d'aide, on n'a pas d'ONG sur place. Mais bien sûr, et c'était marquant. Et donc, que font d'autres personnes? Et c'était le 3e volet de mon enquête. Eh bien, ils vont s'organiser des contre-sociétés. À la fois les fermiers qui vont faire leur propre marché, ils vont faire des systèmes de troc. J'étais chez un brasseur, pour payer la bière, le fermier qui me logeait, il venait avec de la viande, parce qu'ils sont surtaxés, ces gens-là. Et donc, ils veulent contourner, justement, pour pouvoir survivre. Donc le troc, oui. Et le troc, exactement. C'est-à-dire que il y a un côté mode d'emploi d'une population minoritaire qui, justement, n'a plus de voix au chapitre dans la démocratie. Et ça, ils le savent très bien. Donc, ils ont organisé leur contre-société avec leurs services, comme je le disais, de sécurité, etc. Mais il y a des gens qui ont choisi aussi de faire leur propre village autonome. Il y a cette communauté très connue d'Orania, qui a été créée il y a une 30aine d'années, où effectivement il y a à peu près 4 à 5 000 personnes qui y vivent. Et il y a également Kleinfontein où on était. C'est-à-dire que ce sont des endroits où il y a le droit dans la constitution sud-africaine justement de pouvoir avoir une vraie autonomie. Et donc seuls les Afrikaners peuvent y vivre. Donc de facto ce sont des blancs, mais ils ne ciblent pas le fait si tu n'es pas blanc tu ne rentres pas. Ils disent c'est Afrikaners, mais effectivement les Afrikaners sont tous blancs. Mais c'est hallucinant ce que vous décrivez, Éric Tegner, et évidemment je renvoie à votre magazine qui est en ligne déjà, comme on l'a dit, sur le site frontiermedia.fr. Frontiermedia.fr, voilà, frontière au pluriel. Au pluriel. Ça, frontière média. Mais c'est étonnant, en fait quelque part c'est un apartheid à l'envers. Je veux dire, il y a une situation qui s'est renversée, mais qui est retournée comme un gant. Et dont on ne parle pas. Et dont aussi les Afrikaners n'avaient pas conscience. Moi, il y a une anecdote qu'ils m'ont donnée quand ils me parlaient de la fin de l'apartheid. Ils nous ont dit, ce qui nous a tués, en fait, c'est le rugby. Parce que ils étaient bloqués. Et donc, à l'époque,
justement, on leur avait dit, avec la fin de l'apartheid, vous pourrez enfin aller dans les différents pays, jouer au rugby, etc. Et beaucoup, en fait, ont rallié. Ouais. Mais aujourd'hui, ils se disent, même ceux qui vraiment critiquent l'apartheid, d'ailleurs, beaucoup ont une vision différente de l'apartheid. Ils considèrent que ce sont les Britanniques, il y a un siècle, qui sont venus les coloniser, qui, à l'époque, ont créé les premiers camps de concentration où ils ont mis près de 30 000 Afrikaners, qui, justement, ont durci ces lois raciales et l'ont appliqué tel qu'on le connaît, tel que c'était scandaleux. Donc il y a une discussion aussi de comment ça s'est passé de ce côté-là, et c'est important de le souligner. Mais évidemment qu'ils se sentent complètement minoritaires. Et ils me disaient, certains, quand ils s'organisaient, c'est intéressant, ils me disaient, il faut que vous appreniez aussi de comment un peuple survit lorsqu'il est minoritaire. Je vais vous dire, certains me disaient d'ailleurs, nous on est plus chanceux que vous, en France et en Europe, parce qu'en fait, on est résilient, on est beaucoup plus résilient. Et il y avait des petits exemples qui sont intéressants. On a appris la résistance. Bien, lorsque vous avez une victime comme celle qui a eu lieu à Crépol, lorsqu'il y a un racisme anti-blanc qu'on voit de plus en plus en France, on n'en parle pas. Parce qu'il y a les bonnes et les mauvaises victimes. Et donc, sur cet aspect d'une épuration ethnique, c'est comme ça qu'on sous-titre notre magazine, qui s'intitule La haine du blanc, alerte sur une épuration ethnique en Afrique du Sud, parce que c'est la volonté de les faire partir, la volonté de les rendre complètement minoritaires. Ça, personne n'en parlera. Moi, j'ai été surpris que personne ne le fasse. Et de l'autre côté, il y a ce message d'espoir avec des clés de solution pour s'en sortir. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'étais à Clairefontaine, c'est que il nous expliquait que les travailleurs, pour construire leur maison, ça devait tous être des Afrikaners. Pourquoi ? Parce qu'il disait que sinon, dans la loi, d'ici 30 ou 40 ans, ils pourront leur dire on récupère vos terres parce qu'elles ont été construites par les Noirs. Et c'est intéressant quand on voit en France aujourd'hui aussi le chantage qui est fait sur l'immigration. On va dire ce sont eux qui font ça, ce sont eux qui produisent, et donc on nous oblige à rester. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect aussi, faites par vous-même. Justement, Orania, leur devise, c'est do it by yourself, c'est-à-dire fait par toi-même. C'est un côté très libertarien, en tout cas, ces sociétés. Tout à fait. En tout cas, au-delà effectivement des différences, et j'espère qu'on ne tombera pas dans cette espèce d'apartheid des deux côtés, parce que l'apartheid des deux côtés, c'est la mort. Mais effectivement, c'est très important d'en parler, et vous l'avez fait, vous témoignez là-dessus, et encore une fois, je renvoie au journal, à Livre Noir Frontières. Il y a 60 pages avec des très belles photos qui, effectivement, marquent tes instants. On voit, j'en ai une qui marque, je vous ai montré un enfant qui est en fait quasiment dans la boue, mais qui a un sourire, et qui incarne beaucoup, je pense, cette enquête. Je ne sais pas si on la verra, mais on la voit, mais voilà. Merci Eric Tegner. Merci André de votre invitation.